Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vous êtes sur Guérit TV Monde, amis internautes, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Les grandes contradictions, le dernier numéro pour le compte de ce 9e mois de l'année 2022. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. On va rire aujourd'hui une fois encore avec notre doyen Mas Gaspard Adjamossi. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, même si je n'accepte pas le thème doyen. Je veux bien continuer à apprendre à vos côtés. Et il paraît que le doyen, c'est celui qui a fini le tableau et qui ne veut plus apprendre. Il vient de le confirmer justement. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Merci d'être là encore ce vendredi. C'est un devoir. Augmentation du prix de certains produits à compter du 1er octobre prochain. Achille Wusso, oui. Oui, et les réseaux ont été abondamment mis à contribution pour nous informer de ce qu'à partir du 1er octobre prochain, il y a certains produits de grande consommation qui vont augmenter de prix. Mais il paraît donc que c'est à la douane que des dispositions sont en train d'être prises pour appliquer de nouveaux tarifs sur ces produits-là. Et donc, en conséquence, il y aura alors sur le marché une augmentation de prix. Bon, je ne sais pas si normalement, à la douane, si on a pris des dispositions allant dans ce sens, si ça devait tomber dans l'opinion publique, parce que la psychose que cela entretient en ce temps déjà de cherté de la vie, en ce temps de vie dure, en ce temps d'aménagement du panier de la ménagère, je crois que ce n'est pas une information qui est bienvenue. Et surtout que les travailleurs attendent une augmentation des salaires, ce qui est annoncé pour novembre. Et les gens s'impatientaient donc de voir cela venir parce que ce n'est pas facile maintenant de tenir vraiment le train de vie. Si on annonce encore cela, en plus donc de ce que les populations vivent, je crois que cela ne rend pas vraiment service au pouvoir. Cela n'arrange pas la cohésion sociale, et puisque déjà c'est à croire, et les commentaires vont déjà dans ce sens, c'est à croire que avant donc d'accorder cette augmentation aux travailleurs, le gouvernement a déjà anticipé sur une cherté de la vie, et donc ce qui ne permet pas de voir, in fine, l'effort du gouvernement en ce qui concerne donc et cette augmentation tant attendue. Gaspard Adjamossi. Oui, ça va beaucoup sur les réseaux. Oui, ça a raison, bien entendu, parce que, vous savez, il y a déjà ce que nous avons appelé la cherté de la vie, et on avait trouvé des causes à cette cherté de la vie. Il y a même eu une tournée gouvernementale pour expliquer pourquoi les produits sont si chers dans nos marchés. On a dit que c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a dit que c'est la Covid-19. Je crois qu'on est en train de conjuguer la Covid-19 au passé. Et je ne sais pas si les incidences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine continuent d'être aussi, d'impacter nos économies comme cela se faisait par le passé. Mais qu'on nous dise que des produits, et les produits cités sont bien entendu des produits de première nécessité, quand on vous dit pâtes alimentaires, quand on vous dit lait, on vous dit un certain nombre de choses, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui touche directement le panier de la ménagère. Et quand c'est comme ça, je crois que ça craint. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans l'absolu en disant qu'il y aura augmentation des prix parce qu'il n'y a pas un taux, par exemple, que les gens aient fixé par rapport à ces genres d'augmentation. C'est vrai aussi que le directeur général de la douane, à travers une intervention, a essayé de relativiser
Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 1er octobre, il y a, je crois, des nouveaux taux qui seront appliqués au niveau de la douane, au niveau des tarifs douaniers. On a parlé je crois, qu'ils vont commencer par appliquer la valeur transactionnelle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si c'est de l'argent qui comme si c'est une norme internationale qui va commencer désormais par être mise en application. Et l'incidence que ça doit avoir, c'est que les prix de dédouanement de certains produits vont augmenter. Et ça va de soi que si les frais de dédouanement augmentent au niveau de certains produits, que les commerçants répercutent automatiquement cette augmentation-là sur les produits, ce qui rendra la vie encore plus chère que ce que nous vivons actuellement. Et je crois que Achille l'a dit, aujourd'hui dans l'opinion, c'est comme si, bon, c'est vrai que quand on raisonne comme ça, on ne pense qu'aux fonctionnaires, ils ne sont pas nombreux. On dit que l'augmentation, on dit que l'augmentation promise, qui n'est pas encore arrivée là, que c'est comme si on veut déjà reprendre ça. C'est dans un mois. Qu'on veut déjà reprendre ça. Oui, non, dans un mois, non, je ne sais pas si la décision sera prise et sera mise en application en même temps, parce que jusque-là, il n'y a pas encore... Le chef de l'État est un homme de parole. Non, je ne dénie pas la parole du chef de l'État, mais je dis que de telles mesures ne s'appliquent pas automatiquement ex nihilo. C'est des mesures, il faut appeler les gens. Est-ce que le taux est déjà retenu? Est-ce que les discussions ont été déjà menées pour qu'on instruise les services, pour que cela se répercute sur le salaire? Moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'en un mois, le miracle peut se produire. Je l'espère. Ce ne serait pas un miracle. Ce ne serait pas un miracle. Je crois que la promesse a été faite il y a 3 mois et je crois qu'en novembre, en fait, le gouvernement devrait être en mesure de dire à quel pourcentage l'augmentation sera faite et l'incidence devrait être aussitôt constatée parce que l'attente a été longue. C'est depuis janvier que les fonctionnaires attendent cette augmentation. Je crois que le gouvernement en est conscient. Nous attendons donc de voir à partir de novembre ce que cela sera. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est annoncé dans l'opinion là entraîne déjà une inflation. Et ça là, c'est sûr que ça va se passer même avant le 1er octobre annoncé parce que les commerçants de chez nous, ils profitent de toutes les occasions. Et c'est pourquoi je disais, je regrettais que cette mesure de la douane soit à la place publique parce qu'on pouvait peut-être garder la chose en cachette et l'appliquer sur les... Donc malheureusement, c'est tombé et puis bon, ça ira dans tous les sens. On aura la chance de revenir sur le sujet le vendredi prochain. Absolument, et j'espère que cela n'entraînera pas une tournée gouvernementale. On va parler de nos zéros actuellement, je crois. Héros ou zéro? Je n'ai pas bien compris. En tout cas, on va parler de nos zéros à présent. 2 rencontres amicales et 2 défaites pour les écureuils du Bénin. Héros ou zéro? Vous êtes libre. Non, je n'ai pas fini. Guépa ou écureuil, on ne s'en sortira pas sur cette affaire. Bon, non, les guépas n'ont pas encore commencé. Ce sont les écureuils qui continuent. Non, on ne sait plus que dire. Quand moi je suis, même sur des chaînes internationales, les gens ont commencé par dire guépa. J'ai vu également des attributs de la Fédération béninoise de football qui ont commencé déjà par porter le titre de guépa, alors que je crois que le porte-parole du gouvernement a refroidi un peu il y a quelques semaines les ardeurs en disant que la décision n'a pas été encore prise au niveau du gouvernement par rapport au changement de nom. Bon, ce n'est pas encore ça, en tout cas, l'objet de la discussion. Ce sont les résultats. C'est dommage qu'aujourd'hui qu'on en soit là. On a parlé de... C'est vrai qu'à l'introduction, on parle de 2 défaites. 2 défaites d'affilée par rapport à la journée FIFA. Et nous avons perdu contre des équipes, entre griffes, modestes. Parce qu'on a perdu contre la Mauritanie, on a perdu contre Madagascar, des équipes qu'on battait par ailleurs auparavant. Et avant ça, également, il y a eu, par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, on a perdu contre le Sénégal. Ça paraît quand même plus ou moins acceptable parce qu'ils sont mondialistes, ils sont vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils sont un cran au-dessus des écureuils du Bénin, mais
face à des équipes comme le Mozambique, comme la Mauritanie, comme quand nous perdons tel que nous avons perdu là, véritablement, il y a un problème. Malgré la présence de Stéphane Sessegnon. Non, moi, c'est pas une affaire de présence, c'est pas une affaire de présence, c'est pas une affaire d'individu. Stéphane Sessegnon a plus de 38 ans. Donc, c'est un vétéran. Donc, il faut pas, c'est pas parce qu'on est allé le réveiller de sa retraite qu'on peut penser que ça va apporter des résultats. Non, le problème ne se pose pas. Mais aujourd'hui, c'est clair. C'est vrai que beaucoup de personnes s'en prennent au sélectionneur par intérim, Moussa Latoudi. Moi, je veux bien le dédouaner, mais malheureusement, c'est lui qui est là et ces résultats-là sont en train d'arriver. Mais il ne peut faire qu'avec le personnel qu'il a sous la main, c'est-à-dire ceux qui jouent actuellement et qui sont en équipe nationale. Et malheureusement, les résultats ne sont pas bons. Et en tant que sélectionneur, c'est vrai qu'on pourra tirer les conclusions par rapport à lui. Mais je ne pense pas, quand on dit non, quand on dit sélectionneur, tout ça, c'est des faux fuyants. Aujourd'hui, il faut qu'on retourne aux fondamentaux par rapport au sport. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est la formation à la base, c'est l'organisation, une très bonne organisation, une très bonne structuration autour de l'équipe. Et là, on peut attendre des bons résultats. Non pas des résultats en trompe comme nous en avons l'habitude, comme on a été quart de finaliste à la CAN, mais des résultats sur la durée. Merci Gassoua Diamonsi. Achille Ossou. Je crois que... Non, mais ce n'est plus 2 défaites, ça fait 4 défaites, carrément. Ça fait 4 défaites depuis que nous avons commencé ces journées. On n'a même pas pu engranger un seul point. Nous avons perdu tous les matchs, malheureusement. Et lorsque nous perdons, comme des équipes, comme l'a dit Gassoua tout à l'heure, lorsque nous perdons face à des équipes comme la Mauritanie et le Madagascar, on devrait en fait aller raccrocher les crampons carrément, parce que je ne sais plus s'il y a un miracle qui est encore possible. Un match de football, soit on gagne, soit on... Non. On ne va pas à une guerre pour perdre. On ne va pas à une guerre pour perdre. Et ça là, je crois que c'est le b.a.-ba même donc des principes militaires. Alors, nous allons pour gagner. Et nous allons donc dans un match pour gagner. Lorsque nous allons dans 4 matchs et nous perdons les 4 matchs, alors je crois que on s'amuse avec les ressources de l'État. C'est fondamental de ça qu'il s'agit. Alors, et en conclusion, qu'est-ce que nous devrons retenir? On doit retenir que malheureusement, le nouveau sélectionneur n'est pas en phase avec ses ambitions pour le football. On devrait retenir que le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas pu encore trouver peut-être les bonnes marques pour concrétiser ses ambitions. Et le président reconduit de la Fédération béninoise de football, le président, votre cher papa, quand nous appelons son nom, je sais que ça vous fait beaucoup plaisir. Même malheureusement, nous attendons encore de voir que ces nouveaux cahiers de charges ont vraiment véritablement pris corps. Ce que déjà avec ces sorties donc, de notre équipe nationale, nous ne constatons pas. L'un dans l'autre, il faut dire aujourd'hui que l'équipe nationale est à rajeunir. Je crois que c'est la solution. On doit, si Gaspard dit qu'il faut revenir aux fondamentaux, je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, mais il me semble qu'ils sont déjà fatigués. Il me semble qu'ils sont fatigués. On devrait, et malheureusement, on avait pensé que le miracle allait se produire avec Stéphane Sessegnon. Mais bon, il a fini par montrer que, bon, il était à sa bonne retraite. Et malheureusement, on ne peut plus compter sur lui. Et donc, ce qu'il faut peut-être dire, il faut avoir le courage aujourd'hui de remettre le compteur à zéro. Malheureusement, depuis la CAN où nous avons été cas finalistes, Alagbe n'a plus fait de merveille. Malheureusement, il n'a plus fait de merveille. C'est la seule occasion où il a montré aux Béninois qu'il était capable de quelque chose. Et là, depuis, bon, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, le Bénin a des ressources. Le Bénin a des talents. Je suis sûr que peut-être avec l'expérience de l'école foot, ou comment ils ont appelé ça, les classes sportives, on peut quand même travailler fondamentalement à aller détecter des talents, à les mettre au travail pendant
une bonne durée pour donc trouver la cohésion technique et tactique et donner donc à l'équipe nationale tout le souffle qui lui manque pour que le Bénin montre encore à l'international qu'il est un pays de foot. Merci. On passe au troisième sujet où Gaspard a quelque chose à ajouter par rapport à non, si j'ai quelque chose. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire porter la responsabilité d'un échec ou bien d'une situation à quelqu'un. Quand on parle par exemple de Alagbé, c'est le pauvre, il n'est que gardien de but et ils sont quand même 11. Si les gens viennent jusqu'à Alagbé pour mettre un but, je le dis, ce n'est pas de sa responsabilité. Et quand vous prenez par exemple Stéphane Sesséon, du haut de son âge, du haut de son expérience, on a dit qu'il est un retraité, mais c'est vrai que je n'ai pas suivi la rencontre, mais par rapport à ce que les gens ont dit, il a quand même tenu sa place au sein de l'équipe. Il a montré un peu de quoi il est capable, même en tant que retraité ou en tant que pré-retraité, parce qu'il est encore un peu en activité. Retraité, donc, moi, je pense que racheté. Non, c'est peut-être vrai qu'il faut rajeunir l'équipe, mais il faut rajeunir avec de la qualité. Et il y a comme un mythe autour de ce qu'on appelle les binationaux. On refuse de faire de la formation à la base, on refuse de chercher au niveau du championnat, au plan local, mais on préfère aller chercher quelqu'un qui a une mère ou bien un oncle qui est béninois, tout ça, on dit il faut venir jouer pour les écuries. Et quelque part, en plus de beaucoup d'autres aspects, il y a la motivation ou le patriotisme qui manque parfois. Les gens viennent peut-être pour venir encaisser les primes et après ils se foutent. Eh bien, écoutez, puisqu'ils ne se sentent pas trop béninois, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci à vous. On va passer au troisième sujet. On va parler de la seule dame présidente ou aujourd'hui présidente d'honneur d'un parti politique. Et on va parler de Claudine Prudencio qui estime au sujet donc des démissions, il faut que tous les déchets partent de l'UDBN. Gaspard Diamossi. Non, bon, vous savez, la phrase, quand vous prenez la phrase au premier degré, le mot déchet, ça gêne. Ça gêne. Mais en réalité, moi, il faut mettre la phrase dans son contexte. Et je pense que le contexte, c'est de dire que peut-être tout ce qui... Les déchets humains au sein de l'UDBN. Non, tout ce qui aura pour conséquence... C'est la SGN qu'on va éviter. Tout ce qui aura pour conséquence d'affaiblir le parti ou de tirer le parti en arrière peut s'en aller. Je crois que ce n'est pas qu'on a qualifié des êtres humains, des individus de déchets, mais c'est de comprendre que tout ce qui ne va pas contribuer à faire avancer la formation politique, il vaut mieux que cela s'en aille, il vaut mieux s'en débarrasser. Non, j'essaie d'arracher la place de Léon Petit. Non, je n'ai pas la prétention d'arracher la place de qui que ce soit. Vous savez, d'abord, il faut avoir un peu d'admiration quand même pour la dame, qui est la seule femme actuellement à être à la tête d'une formation politique. Et en dehors de cela, il faut apprécier son courage de tenir dans l'arène et de dire un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il faut assumer ses choix, il faut assumer ses positions. Il y a eu un début de rapprochement ou de fusion avec le bloc républicain et au bout d'un certain temps, au début de l'expérience, au milieu de l'expérience, j'ai bien entendu des explications, même des gens du bloc républicain qui ont dit... En fait, il y a eu la fusion, enfin... on a vu ça, c'était le folklore, c'était devant les caméras. Mais il fallait que les structures, de façon réelle, les structures que la fusion commence par au niveau de la base. Et apparemment, c'est à ce niveau-là que les choses n'ont pas marché et qu'au niveau de l'UDBN, les gens ont décidé de faire machine arrière. Je crois qu'il faut respecter leur position. Maintenant, moi, ce qui me permettra de véritablement opiner sur l'UDBN, j'ai entendu dire que ce parti a l'ambition d'aller aux prochaines élections. Moi, je vais juger véritablement la position de l'UDBN à partir de ça pour dire peut-être qu'ils sont quelque part un peu sûrs de leur force. C'est pour ça qu'ils veulent
rester seul et agir seul. Et en ce moment-là, on pourra dire s'ils ont verra- bien on fait. verra au moment Oui, opportun. parce que quand le fait que l'UDBN ne soit plus avec lui, chacun a son explication. Au niveau du BL, les gens ont leur explication. Au niveau de moment où l'UDBN, l'UDBN les gens. a Et comme légalement constitué aucun d'entre la nous, République, comme aucun d'entre nous n'était là au moment où les choses se faisaient vraiment, le mariage était en train de s'opérer, on ne peut qu'écouter les sons de cloche des uns et des autres. Et quand le ministère, par exemple, de l'Intérieur intervient pour dire que le parti continue d'exister légalement, je crois que La lutte continue. Voilà, la lutte continue. Encore le bloc républicain. Non, mais l'UDBN plutôt. Passant le bloc républicain. Non. Bon, écoutez, j'ai lu, comme tout le monde, cette déclaration, cette sortie de Mme Claudine Prudencio, présidente d'honneur de l'UDBN. Et je voudrais dire que c'est vrai que ce que traverse actuellement l'UDBN, c'est une épreuve difficile. Ce n'est pas facile donc, de voir ces militants partis. Et je voudrais, pour parallélisme de forme, donc aller voir de l'autre côté pour dire que lorsque il s'agissait au sein donc, de Moël Bénin de faire arrêter la saignée, nous avons vu donc, comment le président Jacques Ayadji avait réagi. Donc, je pouvais comprendre la réaction de Mme Claudine Prudencio, et même si je ne partage pas les termes qui ont été utilisés, donc, parce qu'on ne peut pas traiter quand même ses proches, quels qu'ils soient, de déchets. Déchets humains. Bon, on va nous dire donc que le terme n'est pas utilisé dans son premier sens. On va nous dire peut-être que bon, c'est pour montrer que c'est des gens qui n'apportaient peut-être pas grand-chose à l'UDBN ou bien qui ne sont pas utiles vraiment. Mais qu'on le veuille ou non, en politique, on fait des additions, on ne fait jamais de soustraction. Et lorsque vous affichez l'ambition, donc vous fouettez l'orgueil d'aller vous mesurer à des forces comme l'Union progressiste et le Bloc républicain, il faut quand même se faire les reins solides. Et par rapport à ça, je crois que chacun pouvait apporter quand même une petite contribution à montrer donc toute la grandeur, toute la classe, toute l'assise de l'UDBN au soir donc, de ces élections. C'est vrai que, qu'on le veuille ou non, l'UDBN n'est pas un nouveau parti, n'est pas un parti qui est à ses débuts. L'UDBN a déjà un certain nombre d'expériences. Et avec Mme Claudine Prudencio, nous pouvons dire que le bilan politique n'est pas aussi négatif ou n'est pas aussi maigre parce qu'elle s'est fait toujours élire dans son fief. Tout au moins, le parti arrivait à enlever un siège de député, tout au moins. Et donc, c'est important, ce n'est pas petit. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui, avec tous ces mouvements-là, l'UDBN peut encore arriver à justifier de cette capacité. Et c'est pourquoi je voudrais regretter qu'il y ait des départs, que c'est après ces départs ou ces nombreux départs, cette saignée, que le parti prenne la décision d'aller à ces élections-là. Mais bon, nous allons voir au soir donc, du 8 janvier prochain ce que le parti voit encore véritablement. Mais moi, je crois quand même que Mme Claudine Prudencio et ses partenaires politiques, ses partenaires avec qui elle est en disgrâce maintenant, je veux parler du secrétaire général du parti Bloc républicain, ils peuvent encore toujours arranger les choses, trouver la juste mesure, s'entendre sur le minimum pour que chacun se sente à l'aise. Gaspard Diamossi. Non, moi Réconciliation, probable réconciliation. On est sauver les meubles. Non, nous sommes en politique et en politique. Aujourd'hui, on dit toujours que absolument. Sont régulièrement au domicile. La politique, c'est pas de la géométrie. De notre papa, M. Adrien Mbeki. En politique, les droites parallèles finissent parfois par se croiser. Donc, on ne va jamais. Et quel miracle! Oui, par quel miracle, on ne sait jamais. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on cesse de minimiser des partis comme Moël Bénin, comme l'UDBN, tout ça. Quand, par exemple, la nouvelle alliance adhère à l'Union progressiste, le renouveau, on trouve que oui, c'est du renfort, que l'Union progressiste est renforcée. Mais quand des gens résistent un peu,
comme l'UDBN ou comme Moël Bénin, on pense que c'est des partis, non, que ça ne représente rien, tout ça. Non, alors que c'est un faux calcul. Bon, ça ne se dit pas. Bon, voilà. En gens... politique, on additionne. Et vous savez, le fait que l'UDBN ait quitté le bloc républicain, vous savez l'impression que ça donne dans l'opinion, c'est comme si un poids quand même est parti. Si c'était resté... C'est un arbre. Donc il ne faut jamais... On n'a pas besoin de minimiser. Et je ne pense pas que si l'UDBN va aux prochaines élections législatives, qu'on nous dira que l'UDBN s'en sortira avec 0 voix. Même si c'est 1 ou 2 voix, le parti aura. Et 1 ou 2 de ces voix-là peuvent apporter quand même, je ne sais pas, peut-être quelques pourcentages au bloc républicain ou au parti auquel ce parti allait fusionner. Donc on appelle à une réconciliation. Non, nous on n'a pas la prétention. Nous ne sommes pas... Achille a intérêt à appeler à une réconciliation. En tout cas, c'est toujours bien quand même. Nous ne sommes pas des acteurs de cette scène-là. Donc nous on observe de loin, on analyse. On analyse bon, maintenant, c'est à eux de prendre ce qu'ils veulent. Et nous connaissant, je suis sûr que s'il y a cette réconciliation-là, on viendra encore un peu titiller ou critiquer. Le dernier sujet pour terminer, hors de nos frontières à présent, 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le message choc du Premier ministre malien Maïga Abdoulaye. Mais il doit être un garçon, Gaspard. Non, c'est maintenant que le thème euro là, vraiment, à son sens. C'est très très courageux. Ah là. Oui, il a été. Et je crois que c'est dans la droite ligne des résistants africains, les Biogera, les Péanzin, les Sékou Touré, les Samori, les Sankara. Moi, je pense qu'il faut, c'est oser d'aller à la tribune des Nations Unies, de tenir un tel discours sans complexe. Sans complexe, parce que j'ai écouté, j'ai réécouté. C'était osé de qualifier le gouvernement français de junte au pouvoir en France. C'est osé de minimiser, de banaliser l'actuel président de la CEDEAO. C'est attaqué à Ouattara également. De ridiculiser à la limite, par rapport au 3e mandat, d'oser affronter le président du pays voisin, le Niger, en disant qu'il n'est même pas du Niger, et vraiment de faire un discours osé. Vraiment, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut être garçon pour le faire. Mais la finalité de tout cela, c'est quoi? Je n'en sais rien. J'ai également suivi les images de son retour au pays. Il a été accueilli absolument. Et moi, je crains un peu pour sa sécurité. Je crains pour sa vie, je crains pour toute la junte au pouvoir au Mali. Même moi, je pense que... Moi, je ne vais pas dans le fond du sujet. Même moi, je pense aujourd'hui que dans les relations entre États, surtout entre nos États, les États africains, ou bien les États du tiers-monde, les pays occidentaux, je crois qu'il faut décomplexer aujourd'hui la discussion. Il faut leur parler vraiment front contre front. Il ne faut pas plus avoir le complexe de c'est des pays développés, c'est des pays riches, c'est des pays puissants. Si on veut être aussi puissant un jour, je crois qu'il faut véritablement qu'on tienne ce genre de discours. Parce qu'il y a des problèmes au Mali. Il y a des problèmes de terrorisme, un certain nombre de problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, les Maliens, je ne sais pas, ceux qui sont au pouvoir, sont arrivés à identifier ces problèmes-là. Et pour eux, l'origine de ces problèmes-là, c'est surtout ce qu'ils sont en train de doiter. Et je crois que c'est de bon ton qu'ils disent ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je leur souhaite beaucoup de courage. Je ne sais pas s'ils feront long feu parce qu'on connaît le sort que ceux qui ont emboîté leur part. Et moi, je pense qu'ils sont conscients et que c'est peut-être des gens qui sont prêts, parce que j'entends parfois le dire, ils sont prêts à y laisser leur vie. Bon, c'est quand même louable, mais beaucoup de personnes ne sont pas capables, n'est-ce pas, de faire ce genre de choses. Non, personne. Mais vous savez, eux, c'est des hommes en uniforme. Ils sont habitués à manipuler les armes et ceux-là côtoient la mort tout le temps. Et quand vous côtoyez la mort, presque tous les jours, on en arrive à être presque amis. Même quand on entend Bibi là, on détale d'abord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comme Gavel le disait. Bien
C'est sûr. Bonsoir au passage, j'adore, oui. Achille Osu, Maïga a parlé. Oui, mais Maïga a parlé et je crois qu'en fait, toutes les anciennes colonies d'Afrique devraient se retrouver dans ce discours de Maïga, parce que, en fait, elle a dit tout haut ce que tous les Africains, en tout cas, tous les Africains colonisés, néanmoins pas la France, et pensent tout bas. Et je voudrais donc, pour exemple, ou par analyse de forme, vous dire que les discours militaires sont souvent comme ça. En fait, les militaires ont souvent affiché leur courage. Hein, ils ont eu le courage de leurs propos. Et ce n'est pas pour la première fois. Dans l'histoire nous rappelle donc les discours de Thomas Sankara. Comme l'histoire nous rappelle aussi chez nous les discours du général Kérékou, oui, merci, du général Mathieu Kérékou. Donc, c'était des discours forts et des discours d'engagement. Et je crois que ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté par rapport donc à cette participation de la junte militaire malienne à ce sommet. Et donc, ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'en fait, il faut repenser l'ordre mondial. Il faut un nouvel ordre international aujourd'hui. Vous parlez comme Poutine. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à traiter les pays africains comme étant donc des pays, des États secondaires, des États esclaves. Ce n'est pas possible. Et je crois que le Mali a bien fait de donner cet exemple, peut-être aussi avec la Guinée. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé donc de soutien. Aujourd'hui, tout le monde se ligue contre eux. Mais à l'école, lorsque on nous fait le cours d'histoire et de géographie, je crois quand même que les enseignants agissent quand même sur la conscience des jeunes générations que nous constituons pour essayer donc de revoir les relations avec ces pays occidentaux. Et je crois fondamentalement que nous sommes là aujourd'hui. Et ce discours devrait quand même amener les institutions internationales, l'ONU, l'UNESCO, etc., à remettre donc les préoccupations de l'Afrique et les relations avec entre l'Afrique et le reste du monde sur la table et essayer donc de libérer les pays africains. Ouais, bon, merci. Oui, Gaspard Diamant. Je veux juste ajouter un petit truc. En réalité, c'est du très beau discours, mais vous savez, la réalité, c'est ça. Le colonel Maïga a été formé où pour être colonel? Si vous observez bien, ça va être dans une école occidentale. À la tribune des Nations Unies, il s'exprimait dans quelle langue? Dans une langue étrangère. Et la langue qu'ils peuvent comprendre. Non. Et nous, on est en train de faire cette émission-là en quelle langue? En français. Et combien de Béninois comprennent ce que nous sommes en train de dire? À vrai dire, si ce n'est pas l'élite, nous qui comprenons, nous qui sommes allés, le changement va commencer. Et nous qui sommes allés à l'école du blanc et qui raisonnons un peu comme les blancs et qui priorisons les produits du blanc plutôt que nos produits, plutôt que de prendre la bouillie, plutôt que de prendre la bouillie du mil ou du maïs, on va préférer prendre du thé, du café, du shawarma. Donc, vous savez, c'est une aliénation. Et si la prise de conscience n'est pas au niveau de chacun d'entre nous, on a beau faire ce genre de discours. Mais écoutez, nous produisons le cacao en Afrique. Pourquoi on ne veut pas prendre du thé? Quand même, vous aussi. Ce n'est qu'un exemple parmi tant. Merci beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui. Gaspard Diamossi, votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est toujours de renouveler mon plaisir d'être sur ce plateau, de remercier les amis qui nous aident, n'est-ce pas, à nous retrouver tous les vendredis et à aborder les sujets de l'actualité. Vous remercier de nous recevoir chaque vendredi et de remercier ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, je préfère aller au Mali pour remercier Abdoulaye et peut-être les héros ou les héros. Merci beaucoup, Achille Osu. Oui, mais nous disons merci donc à l'équipe technique de Kéry TV Monde, à
à son directeur et à tous ceux qui nous suivent tous les vendredis. Nous leur donnons rendez-vous pour le vendredi prochain. Comme vous le dites, si Dieu le veut. Merci beaucoup, c'est terminé. Tout le monde descend. On va se retrouver vendredi prochain pour le premier numéro de l'émission Les Grandes Contradictions pour le prochain mois, le mois d'octobre, bien évidemment, si Dieu le veut. Achiloso, merci. Gaspard Yamansi, merci. Kabiru Agadi. Alphonse Boton, de l'autre côté de la réalisation, Roméo Ayronton. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.